Donc, l'asana clinique, c'est une session qu'on fait très régulièrement ensemble pour décortiquer les postures de yoga. Ça fait partie de votre section anatomique. Donc, c'est, je dirais, de la biomécanique. C'est extrêmement pratique. Il n'y a pas besoin de toujours d'aller dans des choses anatomiquement très compliquées, mais c'est bien de comprendre, de voir les différents alignements de certaines postures et de comprendre la biomécanique des poses, par exemple, comme on l'a fait pour Chaturanga. On regarde aujourd'hui ensemble la biomécanique de la salutation au soleil A, les choses importantes à se remémorer, les modifications aussi pour pouvoir les donner aux élèves en difficulté. Et on verra si on a le temps de faire la salutation B. Peut-être on la fera aussi aujourd'hui. Donc, regardons ensemble la salutation A. Elle est dans votre manuel. Vous pouvez ouvrir votre manuel à la page de Tadasana ou simplement me regarder. Moi, je vais me lever et vous montrer en même temps. Donc, pour Tadasana, on a vu ensemble, dans cette posture, que les pieds jouent un rôle absolument crucial dans notre équilibre et aussi dans notre intention. Donc, lorsque je vais vers l'avant, mes orteils agrippent le sol. Lorsque je vais vers l'arrière, il n'y a rien qui va me retenir de tomber vers l'arrière. Mes talons ne vont pas faire ce travail. Donc, je peux considérer vraiment que j'ai la boule de mon gros orteil, enfin cette partie, je dirais, bien sûr mon gros orteil, mais aussi cette partie, la base ici de mon petit orteil et mon talon qui sont sur le sol. Donc, trois coins à mon pied. Parfois, vous entendrez quatre coins, les quatre coins de chaque pied. Vraiment que trois coins. Ces trois coins, quand je suis en Tadasana, je cherche à les aspirer les uns vers les autres. Donc le gros et le petit orteil vers le talon, vers le centre du pied. Ce que ça va créer, c'est que ça va augmenter l'arche de mon pied. Donc créer ce qu'on appelle Pada Bandha. P-A-D-A, Bandha, B-A-N-D-H-A. Pada Bandha, c'est le verrou en fait du pied. Lorsque vous regardez en fait le pied en Pada Bandha, donc l'arche du pied remonte, ça veut dire que l'énergie va remonter un petit peu plus haut, au niveau des mollets. Donc faisons-le ensemble, mettez-vous debout sur votre tapis, et comme ça vous le ressentirez, etc. Si vous avez besoin de noter à côté, vous pouvez prendre bien sûr des notes et le noter peut-être dans votre manuel pour avoir ces petites choses, ces petites instructions quand vous enseignez à vos élèves. Donc, pressez fermement le gros orteil, le petit orteil dans le sol, levez les orteils du milieu et aspirez le sol avec votre voûte plantaire. Regardez au-dessus de votre pied, vous pouvez même les toucher lorsque vous cherchez Pada Bandha, vous pouvez même toucher en fait vos orteils, vos phalanges, les phalanges distales, le bout de vos orteils, puis remonter. Et là, on peut même voir les orteils, les tendons qui remontent. Les métatarses qui s'écartent. Donc, gardez cet écartement et maintenant, placez vos mains derrière vos mollets. Vous sentez l'engagement? Ouais, donc, en engageant les pieds, clac, tout de suite, les mollets, bien sûr, s'engagent. Alors, vous pouvez vous asseoir de nouveau un instant. Certains élèves ont les pieds plats. Donc, les pieds plats, c'est quelque chose en fait qui est pas, c'est pas du tout quelque chose de mal ou quelque chose qu'on peut pas utiliser. On peut utiliser nos pieds même s'ils sont plats, mais le problème, vous comprenez, du pied plat, c'est que en fait, cette voûte plantaire, comme elle est plate, l'équilibre lorsqu'on est sur un pied va être plus difficile à garder. Il y aura en général plus de poids vers l'intérieur du pied, en général, que l'extérieur du pied. Ce qui va créer
un affaissement donc vers l'intérieur et ce qui va créer en fait des genoux en général qui partent un peu plus vers l'intérieur. Donc vous verrez souvent des élèves avec les pieds plats qui ont les genoux un peu plus en X. Avec le temps, ça peut créer quelques douleurs au niveau de l'intérieur du genou. Aussi, cette idée de genou en X, vous voyez que du coup mes têtes de fémur ici, elles vont aller vers l'extérieur. Hein. Donc ça, dans l'acétabulum, la poche de ma hanche, avec le temps aussi, ça peut avoir des conséquences. D'où l'intérêt de faire travailler nos élèves, pas seulement avec les pieds plats, mais vraiment tous nos élèves avec leurs arches de pied. Donc pour aider les gens qui ont des pieds plats, il y a des astuces. La première, elle est simple, attraper son pied et masser son pied tous les jours. Nos pieds, on leur marche dessus tous les jours, ils nous disent jamais rien. Donc donnons-leur un peu de bienveillance, un peu d'amour. L'autre chose qu'on peut faire pour stimuler les voûtes plantaires, pas seulement si on a les pieds plats, mais vraiment pour tout le monde, c'est si vous avez des élèves dans une classe et vous voulez les faire travailler, vous pouvez utiliser ou une couverture ou le strap, comme ça. Et vous leur faites comme exercice de départ, dans une classe débutant, ça fonctionne bien aussi, d'essayer d'attraper le strap avec leurs pieds, avec leurs orteils. Vous pouvez leur faire plusieurs fois. Okay. Donc faisons ces deux exercices ensemble, le petit massage et ensuite attraper le strap ou le stylo plusieurs fois. Comme ça, on travaille nos voûtes plantaires. Donc placez votre jambe gauche pliée avec le pied plutôt proche de vous. Vous pouvez aussi tendre la jambe si vous préférez, si vous êtes plus confort. Attrapez votre pied droit et massez votre pied depuis le talon vers les orteils. Et ça peut être un peu intuitif, ça n'a pas besoin d'être de la grande technique, on n'a pas besoin de grande technique, c'est juste sentir et être attentif à ce qui se passe sous notre pied. Je vous invite vraiment à regarder votre pied avec beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute. Comme si c'était la chose la plus précieuse que vous aviez au monde. Très souvent, on est tellement attiré par le monde extérieur qu'on se rend même plus compte en fait à quel point ce qu'on a, c'est un miracle. Imaginez, juste le pied que vous tenez dans votre main, combien de kilomètres il vous permet de parcourir tous les jours. Imaginez votre vie sans ce pied. Ça serait moins fun. Donc n'attendons pas de le perdre pour nous en occuper. Vous pouvez créer quelques rotations. Vous voyez comme j'attrape le dessus de mon pied. Et je vous invite à placer vos doigts carrément même entre vos orteils. Juste comme ça. Vous vous laverez les mains après. Mais le dites pas à votre pied. Donc on va d'un côté. Changer de côté. Sachez aussi une chose très simple. Dans cette période un peu difficile de pandémie, parfois on part avec nos pensées très loin, on essaye de faire des prédictions ou de se visualiser dans le futur, on n'y arrive pas, etc. C'est important dans ces moments de rester ancré. Donc juste de travailler en fait sur nos pieds comme on est en train de le faire, c'est une bonne manière de nous ramener dans le moment présent. Vous pouvez enlever votre main et juste observer la sensation d'espace que vous avez entre les orteils. J'ai un ami prof de yoga qui dort avec des écarteurs d'orteils. Et il a des pieds incroyables quand il fait sa pratique, qu'il écarte ses orteils. On dirait qu'il joue du piano avec ses orteils.
Changez de côté. Donc, même petit massage de la voûte plantaire, depuis le talon vers les orteils. Si vous êtes fatigué d'utiliser votre pouce, vous pouvez utiliser même votre poing. Voilà. Et allez-y franco, si vous sentez des zones un peu plus douloureuses, restez sur ces zones-là. Si l'énergie est stagnante, alors on peut fluidifier les flux énergétiques pour permettre à l'énergie de circuler mieux. Souvenez-vous, en travaillant sur votre pied, vous créez aussi de l'espace plus haut, que ce soit dans vos genoux, dans vos hanches. Le corps est comme une espèce de toile d'araignée avec les tissus conjonctifs. Donc chaque partie de notre corps, en fait, est vraiment connectée à tout le reste. Il n'y a rien qui est indépendant. Si vous voulez passer vos doigts de votre main entre vos orteils, c'est le bon moment. Créez quelques rotations. Un côté, de l'autre côté. Voilà. Restez. Et relâchez. Ok, placez les pieds juste devant vous. Déposez vos doigts de part et d'autre de vos grands trochonteurs, c'est cette partie osseuse là, à l'extérieur de vos hanches. Maintenant, flexez vos pieds. Donc, ramenez les orteils vers vous. Lorsque vous faites ce mouvement, avec vos pieds flex, vous contractez un muscle qui est juste devant le tibia, qu'on appelle le tibialis antérieur. Donc, c'est le muscle qui permet de faire ce qu'on appelle, avec le dos du pied ici, qui se flexe, une dorsiflexion. Une dorsiflexion. Maintenant, poussez vos pieds doucement vers l'avant et pointez vos pieds complètement. Touchez vos mollets. À vos mollets, donc vous avez différents muscles solaires et vous avez les jumeaux, qui sont deux muscles juste devant, donc nos mollets, les gastronémiens. Lorsqu'ils se contractent, ils vont nous permettre en fait de pointer notre pied. Aussi, notre voûte plantaire se contracte. Donc ça, c'est vraiment votre pointé. Lorsque vous faites Tadasana, vous cherchez en fait à écarter les orteils. Donc on est plus en flex. Donc on travaille plus avec le tibialis antérieur, mais comme on presse les gros orteils vers le sol et les petits orteils dans le sol, ça va contracter nos mollets. Donc on utilise les muscles de la face antérieure de notre tibia et postérieure de notre bas de jambe. Donc en faisant ça, on stabilise notre corps plus. Ça va créer plus d'équilibre. Ça va? Ça vous parle? Ouais. L'autre chose qui est intéressante, donc là on a regardé le flex, le pointe. En yoga, on fait beaucoup ce mouvement de demi-pointe, un petit peu comme les pieds de Barbie. Ce mouvement de demi-pointe, ou comme si vous aviez des talons, c'est un mouvement qui est très très intéressant parce que c'est un mouvement qui va permettre de contracter aussi l'avant et l'arrière de la jambe. Le problème de ce mouvement, c'est que ça va contracter moins l'un et l'autre. C'est pour ça qu'on utilise quand même pointé ou flex. Lorsque vous engagez votre pied, vous engagez votre jambe plus facilement. Donc si vous voulez tendre la jambe plus, pointer le pied, c'est intéressant pour avoir une direction. Le problème lorsqu'on tend le pied, c'est que parfois, lorsqu'on pointe notre pied, on garde notre jambe un petit peu pliée. On a une direction, mais elle est plus dans le bas de la jambe. Donc pour certaines personnes, avoir le pied flex et pousser à travers le talon, ça va leur permettre vraiment de tendre leurs jambes. Donc on va jouer avec les deux.
Moi, j'aime bien le pointé du pied parce que je trouve que ça donne vraiment une direction bien claire. Mais pour certaines personnes, vous verrez dans vos classes, lorsque vous leur demandez de tendre la jambe, flexer, pousser à travers le talon, ce sera plus efficace parce que ça étire plus facilement l'arrière de la jambe. Ok? L'autre chose par rapport au pied qui est importante à comprendre, si je mets mon pied comme ça ou dans l'autre sens, donc si je vous le montre au sol, si je viens ici, c'est ce qu'on appelle une inversion du pied. Inverser le pied, donc c'est ramener son pied dans cette direction. Et ça, c'est l'autre côté, éversion du pied, avec un E. Inversion avec un I, éversion avec un E. Donc, comme je vous disais, les pieds plats, en général, vont plus facilement vers l'éversion. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer au maximum, qu'on ait les pieds plats ou pas, de répartir le poids du corps entre l'inversion et l'éversion pour être bien au centre. Donc, mettez-vous debout. Vous pouvez attraper votre strap, le placer sur votre tapis juste devant vous. Mettez vos orteils au-dessus du strap. Levez vos 10 orteils hors du sol, sauf si vous en avez 11 ou 12. Levez-les tous et venez sur la tranche externe de votre pied pour travailler sur l'inversion de votre pied. Donc là, la tension est plus vers l'extérieur de la cheville. Puis faites l'inverse. Ramenez l'intérieur de votre pied vers le sol et levez l'extérieur de vos voûtes plantaires. Donc là, vous êtes en éversion. On le refait une fois. Vous pouvez répéter après moi. Inversion. Éversion. Encore. Inversion. Éversion. Ok. Maintenant, trouvez exactement le milieu. Donc, ni trop d'inversion, ni trop d'éversion. Juste la neutralité entre les deux. Puis, avec votre gros orteil du pied droit, touchez le strap, le sol. Puis, utilisez vos orteils progressivement pour attraper le strap. Et tirez le strap vers le côté droit du tapis. Puis replacez votre pied au sol. Utilisez votre pied gauche pour attraper le strap. C'est un petit peu plus dur, spécialement avec ce tout petit tapis. Hop, et tirez le strap vers le côté gauche. Et on refait ça juste 2 fois de chaque côté. Vers la droite et vers la gauche. Ah, mon pied gauche est un peu plus dur. Voilà. Vers la droite. Vers la gauche. Et observez à quel point ça demande aussi de la concentration. Super. Et relâchez. Oh. Ok. Dernier exercice pour bien contrôler encore les pieds. Donc, vous voyez, là, ce qu'on a fait, nous, c'est planter les gros orteils, les petits orteils dans le sol, essayer de lever les orteils du milieu, puis attraper le strap, l'emmener de chaque côté. Dernier exercice pour bien contrôler ses pieds et puis les rééduquer au fur et à mesure, même si ça ne fonctionne pas, il suffit de le faire régulièrement, continuer, c'est garder vos pieds pour l'instant parallèles et levez vos gros orteils hors du sol, puis posez vos gros orteils. Levez et posez. Juste les gros orteils qui se lèvent, et vous les levez, puis vous les posez. Donc vous faites un thumb up, comme ça, avec le gros orteil. Levez, posez. Levez, posez. Levez, posez. Si ça ne marche pas, vous pouvez utiliser vos doigts pour presser sur les orteils et essayer de lever que les gros orteils. Et vous les posez. Vous les levez et vous les posez. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous reposez, vous replacez vos mains derrière votre dos et puis vous travaillez à lever juste les gros orteils.
pour créer la connexion neuronale entre ces deux parties qui sont les plus éloignées dans votre corps, la tête et les gros orteils. Il y en a pour qui ça galère un peu, hein. Ouais. C'est pas grave, hein. Si ça galère, c'est pas grave. Donc, le plus vous faites ces exercices, le plus vous aurez la capacité à contrôler aussi, pas seulement vos orteils, mais aussi votre arche. Ça vous donnera plus d'équilibre. Lorsque vous êtes sur une jambe, tac, vous faites ce genre de choses, vous restez, etc. Ça va vous permettre d'être plus installé dans le sol. Vous pouvez le faire, je sais pas, quand vous travaillez, vous êtes sur l'ordi, vous pouvez essayer de le faire en même temps. Donc, mettez le strap de côté, on n'en a plus besoin. Cette fondation de Tadasana, les pieds, j'ai passé un peu plus de temps dessus parce que c'est extrêmement important pour tout le reste finalement, pour toutes les postures où on est debout. Donc, après Tadasana, revoyons juste les endroits de Tadasana avant que j'oublie. Donc, une fois qu'on a fait les pieds, on a vu l'engagement des mollets, les genoux. Je vous ai dit, ils peuvent partir parfois vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, ce qu'on veut faire dans Tadasana, certains profs vont dire serrez la brique entre les jambes ou parfois pressez vos mains à l'extérieur des jambes, poussez les cuisses vers l'extérieur. Il n'y a pas en fait de vérité par rapport à ce qu'on doit faire, si c'est serrer ou ouvrir. La vraie chose qu'on peut se dire, c'est juste avoir les genoux qui pointent dans la même direction que les orteils. Ça, c'est la neutralité en fait dans Tadasana, c'est ce qu'on recherche parce que cette neutralité, elle va nous permettre de faire, je sais pas, Sirshasana, headstand, avec de la neutralité. Et puis après, d'ajouter une flexion arrière quand on a envie. Donc c'est l'endroit en fait où le corps, il est engagé, mais il reste dans sa droiture neutre, la plus neutre possible, comme un pendule vers le centre de la Terre. Les hanches et les épines iliaques. Donc ces petites épines, vous pouvez les sentir si vous vous mettez encore debout, même si vous êtes assis, vous pourrez probablement les sentir. Ces deux parties ici, chez les hommes, sont un peu plus proches, chez les femmes en général un peu plus écartées, pour permettre au bébé de venir à un moment peut-être. Donc, ces deux petites épines iliaques, c'est des points référence pour nous. C'est important d'observer ici dans votre Tadasana si elle regarde un peu trop vers le ciel. Est-ce que vous vous tenez peut-être naturellement plus comme ça? Donc soyez attentifs, essayez de les garder là, qui pointent vers l'avant comme si elles étaient parallèles au sol. Au niveau du bassin, certaines personnes vont avoir le bassin un peu plus d'un côté, plus de l'autre. Donc notre but dans Tadasana, c'est vraiment de rééquilibrer les choses au maximum. En général, il n'y a pas trop de choses à faire, juste observer. Et puis, par contre, notre bassin peut aller en rétroversion ou en antéversion. Donc notez bien ces mots. Rétroversion, c'est Michael. Antéversion, c'est Beyoncé. J'ai pas de son pour Beyoncé. Donc, crazy right now. Donc, rétroversion, ça va nous permettre d'engager plus les fessiers, mais ça va nous faire naturellement plier plus les jambes en général. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avec les élèves, dans une classe avec beaucoup d'élèves, c'est que je vais leur dire, au début, pour tout le monde, je vais leur dire rétroversez légèrement votre bassin, puis poussez dans vos pieds pour retendre vos jambes. Et en général, ça fait des fessiers engagés et ça donne aux hanches une position à peu près neutre. Après, individuellement, certaines personnes n'ont pas besoin de ça. Donc, si c'est le cas, je vais leur dire relâche, je sais pas, un tel, tes hanches un tout petit peu vers l'arrière. Voilà, c'est tout. Maintenant, au niveau des mains, dans Tadasana, comme je vous l'avais dit, on aligne les mains avec cette partie osseuse qu'on appelle les grands trochonteurs, qui est juste là. Vous pouvez la toucher, cette partie. Les grands trochonteurs, en fait, c'est votre fémur. C'est l'extérieur de votre fémur. Donc, cette partie-là, elle est alignée au maximum. On cherche à l'aligner avec
la cheville et le genou. Donc j'ai cheville, extérieur du genou, grand trochanteur et poignet qui sont sur une même ligne dans Tadasana. C'est ce que je recherche. Après, tous les corps sont différents. Donc j'essaye de m'en approcher. Les coudes sont aussi toujours sur cette même ligne. L'extérieur des épaules, cette partie-là, c'est le deltoïde. En fait, votre deltoïde médial, la partie ici au centre, pareil, tac, sur cette même ligne. Parfois, vous verrez certaines personnes qui sortent les côtes beaucoup, comme moi sur la photo de votre manuel. En général, j'ai toujours les côtes qui sortent, donc je suis obligé, clac, pour trouver plus de neutralité, par exemple dans mes inversions, d'y penser beaucoup, d'arrondir un peu plus ma colonne, de flexer mon buste un tout petit peu. Donc là, dans Tadasana, on cherche à rentrer légèrement les côtes, mais à ouvrir quand même la poitrine. Vous pouvez visualiser, vous avez un corset en fait, qui tient toute cette partie et que vous utilisez ce corset un peu comme un tube de dentifrice. Si je presse, tac, ça remonte. Donc lorsque vous remontez comme ça, vous faites un auto-grandissement de votre colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle une extension axiale de la colonne vertébrale. En s'auto-grandissant, même mentalement, c'est ce qui se fait. Mentalement, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on se tient droit, qu'on se grandit, il y a une espèce de force qui se dégage de notre corps. Donc énergétiquement, on prend en fait la force du sol et on devient ce channel entre la terre et le ciel. Vos épaules restent loin des oreilles, le sommet du crâne monte vers le plafond dans Tadasana. Le regard est relâché. Dans Tadasana, parfois certains élèves sont tellement excités à l'idée de faire des postures un peu difficiles, vous verrez leur regard un peu intense. Donc, toujours c'est une bonne chose de suggérer aux élèves de relâcher le regard, la langue, même les mâchoires. Donc, je récapitule. Pour Tadasana, on cherche simplement cheville, extérieur du genou, grand trochanteur, poignet, coude, épaule et même le creux de l'oreille sur une même ligne. C'est ça qu'on cherche. Une fois qu'on a ça, on a la fondation pour plein d'inversions. C'est Tadasana. Après Tadasana, Urdhva Hastasana. Alors là, maintenant qu'on a passé énormément de temps sur Tadasana, c'est très très facile. Pour Urdhva Hastasana, la deuxième posture de la salutation au soleil, je garde la même fondation des pieds forts dans le sol, peut-être les pieds ensemble pour avoir plus d'adduction dans les jambes, plus de force, peut-être les pieds séparés, c'est comme ça qu'on va l'utiliser beaucoup ensemble. Et depuis mon Tadasana, tout simplement, je lève mes bras au-dessus de ma tête. Donc je peux lever mes bras vers l'avant et vers le ciel, je peux lever mes bras sur les côtés si j'ai envie. Tout ça, ça fonctionne. L'important, c'est de savoir pourquoi vous le faites. Donc, si vous ouvrez vos bras sur les côtés, vous montez vos bras comme ça sur les côtés, vos scapulaires, vos omoplates, elles vont glisser comme ça vers l'extérieur. Donc, ça va créer ce qu'on appelle un mouvement de sonnette vers l'extérieur. Lorsque les bras montent, pendant des années, beaucoup de profs de yoga ont vu les épaules de leurs élèves remonter vers leurs oreilles et ils ont noté que ça créait beaucoup de tension au niveau de la nuque. Donc, ils ont commencé à donner l'instruction de descendre les épaules lorsque les élèves montaient les bras vers le ciel. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, on abîme l'épaule. Nos omoplates, elles sont pas censées descendre lorsqu'on monte nos bras vers le ciel. Ça paraît logique. Si je veux attraper une pomme sur un arbre, je vais pas descendre mon épaule pour monter mon bras et attraper la pomme. Pareil au supermarché, s'il y a un truc qui est très haut. Je vais élever mon épaule, attraper le rouleau de papier toilette et descendre mon bras. Ok? Descendre mon épaule après. Donc, lorsqu'on monte nos bras vers le ciel, on monte nos épaules vers nos oreilles. Ça, c'est normal et on doit respecter ça, sinon on risque d'abîmer le corps. La chose qu'on peut faire par contre pour créer de l'espace
autour de la nuque, c'est tout simplement, lorsque je monte mes bras, je vous ai dit, il y a un mouvement de sonnette des scapulaires, c'est augmenter un peu plus ce mouvement et même écarter un peu plus les omoplates pour créer plus de protraction. Donc d'ici, je vais juste chercher à créer de l'espace dans mon dos. J'écarte mes omoplates. Okay. De là, hop. J'écarte mes épaules sur les côtés. Cette action de ramener l'épaule un petit peu plus comme ça vers l'avant, l'aisselle un peu plus vers l'avant, va réduire la pression qu'on met sur la nuque. Donc si vraiment vous avez besoin de faire ça, en chien tête en bas, ça marchera. En handstand, ça marchera. Et en Urdhva Hastasana, ça marche aussi. Au niveau des bras, très souvent, vous verrez les élèves qui montent leurs bras vers l'avant. Quand il y a beaucoup d'élèves, qui montent leurs bras en général comme ça vers l'avant. C'est pas un problème de le faire de cette manière, mais la seule chose que ça va faire souvent, c'est qu'envoyer ses bras vers l'avant, ça va nous faire naturellement arquer en fait notre colonne. On aura envie d'aller dans une flexion arrière. Okay. En soi, c'est pas dramatique. C'est juste qu'il y a un peu moins d'espace pour le mouvement de l'humérus lorsqu'on va vers l'avant que lorsqu'on va sur le côté comme ça et un peu vers l'avant. Donc idéalement, pour avoir le plus d'espace, ni trop sur le côté, ni trop vers l'avant, un peu entre les deux. En général, c'est ce qui marche le mieux. Comprenez une dernière chose. Lorsque vous montez vos bras vers le ciel, il y a une petite partie entre votre clavicule. Si vous touchez votre clavicule juste là et que vous allez vers l'arrière, vers votre omoplate, il y a une partie entre les deux qu'on appelle le processus acromial. Ce processus acromial, on en reparlera, mais lorsqu'on lève notre bras vers le ciel, c'est vraiment important de lever l'omoplate pour le faire monter, pour faire monter en fait cette partie-là. Lorsque vous montez votre bras, votre clavicule, elle devrait descendre en fait. Elle s'incline comme ça. En faisant ça, vous créez plus d'espace pour votre bras pour qu'il puisse monter en fait vers le ciel. Sinon, ça va taper sur ce processus acromial. Dans les coudes, pour Urdhva Hastasana, donc Urdhva c'est vers le haut, Hasta les mains, Asana la posture, lorsque vous montez votre bras, souvent nos bras sont un peu flemmards dans l'extension au niveau des coudes. Donc, assurez-vous que votre bras, il est complètement tendu. Vous pouvez commencer ce mouvement d'en bas lorsque vous montez vos bras vers le côté. Vraiment, tendez vos bras, gardez les bras le plus tendus possible, puis laissez les épaules monter vers les oreilles et gardez les coudes tendus. Très souvent, comme on ne fait pas ce mouvement tous les jours de monter nos bras comme ça vers le ciel, peut-être en boîte de nuit, il y a longtemps, nos coudes ils restent pliés comme ça. Okay. Donc vous verrez beaucoup d'élèves qui font ça. Une petite astuce qui va permettre de tendre les bras pour créer une longue ligne énergétique, qui va aussi être utile pour le reste de la pratique, c'est de demander à vos élèves d'attraper le poignet opposé et de tirer sur leurs bras pour le monter plus haut. Vous pouvez même le faire là maintenant si vous voulez dans votre corps pour le sentir. Vraiment, juste le fait d'avoir cette main au poignet et de monter la main plus haut, ça permet de sentir vraiment l'épaule qui vient toucher l'oreille. Moi, souvent, mes élèves, je leur dis, regardez maintenant, vous avez un bras plus long que l'autre. Ok, ramenez l'autre bras à la même hauteur. Utilisez la même technique. Boum. Ah, voilà. Donc, ça permet d'avoir des bras bien longs, bien puissants et de comprendre l'importance de l'extension du coude pour d'autres postures, comme le chien tête en bas notamment. Au niveau des doigts, dans Tadasana, j'en ai pas parlé, mais c'est pareil. Les mains, on peut avoir les doigts écartés quand on fait ce genre de posture, ou on peut avoir tous les doigts ensemble. Personnellement, j'aime dans ma pratique ramener mes doigts beaucoup ensemble parce que ça donne beaucoup de direction et de force. En fait, quand on tend même son index, on va travailler sur différents méridiens, différentes parties de notre corps avec plus de précision. En yoga, on parlerait de nadi, des canaux énergétiques avec plus de précision que lorsqu'on a les doigts un petit peu relâchés comme ça. Mais j'utilise les deux.
Les doigts relâchés, ça donne une sensation d'espace. C'est aussi agréable, mais c'est moins efficace dans cette idée en fait de travailler vraiment sur des lignes énergétiques. Lorsque vous faites ce travail avec les bras vraiment tendus, vous allez sentir de la force à travers vos muscles, à travers vos articulations. Il y a une espèce de chose puissante qui se dégage du corps qu'on ne trouve pas quand on a les doigts écartés. Mais lorsqu'on a les doigts plus écartés, on trouve en fait plus de confort, j'ai envie de dire, ou même voire une sensation de mobilité, d'espace dans le corps. Donc, c'est en général un peu plus gracieux avec les doigts écartés. Il y a ce truc plus féminin, plus rond, plus puissant de ce côté-là. J'aime voir chaque posture, ça c'est ma perspective sur ça, avec un côté féminin et un côté masculin. Donc, pour vous donner un exemple, sur Tadasana vers Urdhva Hastasana, si je fais Tadasana comme ça et que je monte mes bras comme ça vers le ciel, pour moi, je considérerais ça en fait la version masculine. La version féminine, moi, ce serait ça et ça. Les deux sont puissantes, mais complètement différentes. Ok ? Les deux sont très puissantes, mais vous avez une version masculine, une version féminine. Vous verrez que pour plein de postures, on peut faire en fait justement ce petit jeu de chercher le masculin et le féminin. Ça va jusqu'à maintenant? Ouais, impec. Ok. Donc, les postures suivantes de notre salutation au soleil A, c'est Uttanasana. Donc, Uttanasana, les jambes, exactement. J'ai pas donné de modification, parce que là, les modifications, c'est clair, si je peux pas lever mes bras, je lève pas mes bras, tout simplement. Je vais faire juste comme ça, et c'est tout. Mais pour Uttanasana, là, on va pouvoir parler un peu plus de modification. Donc, depuis Urdhva Hastasana, lorsque je me penche vers l'avant pour venir en Uttanasana, l'erreur que beaucoup d'élèves font quand ils ont un petit peu de raideur dans leur corps, ils sont assez rigides, ils tendent leurs jambes et lorsqu'ils se penchent vers l'avant, ils arrondissent leur dos. Donc, quand ils arrivent en bas, il y a beaucoup d'espace entre leur tronc et leurs jambes. Et en fait, toute la pression va dans les ischio-jambiers. Sauf que les ischio-jambiers, c'est des muscles qui sont pas qu'on peut pas allonger à l'infini. Ok ? Souvent on dit ah ouais moi j'ai l'arrière des jambes ils sont un peu trop raides. C'est pas que l'arrière des jambes, c'est aussi le dos, le bas du dos qu'il va falloir muscler correctement et aussi étirer correctement. Donc pour faire le travail de descendre vers Uttanasana, en général, ce qu'on fait, c'est micro-plier les genoux. Donc de là, on peut micro-plier les genoux, on peut garder les jambes aussi tendues, à condition de garder vraiment le ventre rentré. Lorsque je micro-plie les genoux, c'est un peu plus doux pour l'arrière de mes jambes, donc c'est plus agréable, personnellement, je trouve. Maintenant, d'ici, en descendant vers le sol, je connecte, en pliant mes jambes, mon buste sur mes cuisses. Vous voyez que là, du coup, c'est plus doux dans la descente et ça va permettre d'avoir le buste sur les cuisses, d'utiliser les fléchisseurs de hanches pour me pencher plus loin vers l'avant. Donc, je presse mon buste vers mes jambes pour engager mes fléchisseurs de hanches. Donc, ils me permettent de faire cette flexion avant avec plus de force. Je rentre mon ventre aussi pour créer plus de flexion. L'avantage d'avoir les jambes pliées lorsque je commence cette posture, c'est que le stretch va dans la face postérieure de mon corps, bien sûr les ischio-jambiers, mais aussi mon dos. Ok. Donc c'est plus efficace parce que ça va travailler sur différentes parties de mon corps. C'est quelque chose de plus complet. Alors cette posture de Uttanasana, la pince, mais debout, lorsque je fais cette posture, je vous l'ai expliqué dans la pratique, je vais devoir penser aussi à ramener le sommet de mon crâne vers le sol. Et vous verrez beaucoup d'élèves qui font ça. Donc ils descendent les épaules vers leurs oreilles et ça donne l'impression en fait qu'il y a plus de flexion avant, mais en fait il y en a pas du tout plus.
La meilleure manière vraiment de tirer en tout cas la colonne vers le sol, ça va être de envoyer le sommet du crâne vers le sol. Un peu comme on faisait dans Tadasana quand on montait vers le ciel, on se grandissait vers le ciel. Bah là, il faut imaginer qu'on se grandit, mais vers le sol. Notez qu'en faisant cette action, mon poids du corps passe vers les orteils, vers l'avant. Donc ça va être la fondation après pour faire d'autres trucs, pour aller vraiment là, vers là. Ok? Donc l'idée en fait de transfert de poids du corps vers l'avant, on l'a déjà dans cette première pose de Uttanasana. Au niveau de mes pieds, j'ai dit le poids du corps va dans les orteils, un peu moins de poids du corps dans les talons. Au niveau de mes mains, j'ai différentes possibilités dans cette posture de Uttanasana. Possibilité un peu plus, j'ai envie de dire féminine, plus aérée, plus gracieuse. C'est de placer les doigts vers l'extérieur du tapis. Les coudes sur les côtés. J'ai mes pieds à la largeur de 2 points, c'est la largeur d'un pied, ça vous donne une idée. En gardant mes genoux pliés, hop, j'envoie le sommet du crâne vers le sol. Vous voyez mes coudes, comme je les écarte sur les côtés, ça va me permettre en fait d'avoir un peu plus d'espace dans mon dos. Donc je tire mes coudes vers l'extérieur. Je crée ce qu'on appelle une abduction de mes coudes. ABD, abduction de mes coudes. Je réutiliserai ces termes beaucoup. Vous allez voir, vous allez vous habituer au fur et à mesure. Je peux faire cette posture avec les mains aussi à plat sur le sol. Ça, ce serait la version un peu plus classique. Lorsqu'on le fait avec les mains à plat, les pieds ensemble, comme ça, c'est la version en fait plus masculine de la posture. Un peu plus garde à vous. Je serre mes coudes dans cette version vers les jambes. Clac, comme ça. Mais si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez écarter les coudes sur les côtés et venir sur les doigts. Ça va? Ouais. Donc, pour Uttanasana, je vous ai dit qu'on peut utiliser différentes modifications. Une des modifications les plus efficaces, c'est les doigts sur les briques, de part et d'autre des jambes, comme on a fait nous dans la pratique, ou même les briques un petit peu plus hautes. Vous pouvez aussi, dans Uttanasana, plier les genoux beaucoup. Je privilégie toujours le buste sur les cuisses. Donc en général, je demande à tous les élèves de plier les jambes dans un groupe, quand j'ai un groupe, même s'il y a des corps différents, qui peuvent le faire avec les jambes tendues. Et progressivement, je demande aux élèves de presser le buste sur les cuisses pour en fait monter leurs fessiers vers le ciel, en gardant le contact. Donc j'insiste sur cette idée de garder le contact. Et du coup, ça permet vraiment à ceux qui peuvent aller loin d'aller plus loin, et puis ceux qui ne peuvent pas aller très loin, de rester où ils sont et puis de travailler correctement. Ok ? Donc voilà, vous verrez avec les différents corps. Si vos élèves ont les jambes tendues, vérifiez juste que leurs quadriceps sont bien engagés, et voire pour aller chercher un peu plus de sensation derrière les jambes, on peut même micro-plier les genoux et rouler les cuisses un tout petit peu vers l'intérieur. Ça peut aider pour certaines personnes ou vers l'extérieur pour d'autres pour créer plus de sensation derrière les jambes. Donc ça, c'est un peu plus personnel. Ça peut être plus précis pour un cours particulier peut-être, de leur demander au niveau des sensations ce qui leur fait le plus d'effet ou le plus de bien. Donc ça, c'est pour Uttanasana. La prochaine posture qu'on a vue ensemble déjà dans la pratique, c'est Ardha Uttanasana. Donc si je redresse mon buste vers l'avant, depuis Uttanasana, je peux le faire de différentes manières. Je peux rentrer mon ventre, gonfler mon bas du dos, mon milieu du dos, et regarder devant moi, progressivement, et redescendre avec le bas de mon dos, le milieu de mon dos, et ma tête en dernier. Si j'ai besoin, je plie beaucoup mes jambes. Comme ça, ça me donne plus de mobilité dans ma colonne. Ok ? Si vous êtes là avec les pieds ensemble, en général, le Ardha Uttanasana, vous ne pourrez pas faire beaucoup d'ondulations de la colonne. Parce que les jambes sont ensemble, il y a moins d'espace, c'est plus étriqué. Donc la manière plus masculine, c'est simplement regarder vers l'avant, garder ou les mains au sol, ou venir carrément sur le bout des doigts. Ok ? Dans cette posture de Ardha Uttanasana,
L'erreur la plus courante que les élèves font, c'est de monter et d'arrondir le dos et de casser la nuque en regardant devant soi. Okay? Donc, incitez vos élèves au maximum à allonger le sommet du crâne vers l'avant, voire à utiliser les briques, en pliant les jambes, à chercher un peu plus d'ouverture de poitrine et à serrer l'intérieur des cuisses. C'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais pour beaucoup d'élèves, ça aide. Okay? Donc ça garde l'énergie vers l'intérieur. Vous voulez le faire une fois? Placez-vous sur le tapis, peut-être avec les briques, ou sans les briques, vous pouvez essayer les deux. Choisissez votre version, qu'elle soit masculine, féminine, modifiée. Pliez les genoux, collez bien le buste sur vos cuisses et essayons de dérouler le bas du dos, au milieu du dos, le haut du dos. Si vous faites la version les pieds écartés, pour trouver une arche dans votre dos. On veut engager vraiment les muscles du dos, les érecteurs de la colonne vertébrale. Puis, peut-être vous tendez les jambes à la toute fin, si votre dos peut rester placé comme ça, le ventre rentré pour protéger les lombaires, si jamais ils sont un peu faibles. Puis, relâchez votre buste sur les cuisses, la tête en dernier. On refait encore. Inspirez, gonflez le bas, le milieu, le haut du dos. Si vous faites avec les pieds ensemble, c'est un peu plus dur. Vous pouvez essayer. Et expirez doucement avec le buste progressivement, le sternum, puis la tête en dernier vers les jambes. Une dernière. Inspirez, gonflez le bas, le milieu, le haut du dos. Et expirez le bas de votre tronc, les côtes, le sternum, la tête en dernier. Notez lorsque vous revenez dans Uttanasana, si vos épaules remontent vers les oreilles. Okay? Éloignez-les, gardez la nuque longue au maximum. Ok. Ça va? J'en fais une dernière dont j'aimerais vous parler. Je vous ai parlé déjà beaucoup de Chaturanga, de la planche. On en reparlera demain. Et de chien tête en bas, cobra, up dog, parce que c'est des postures en fait que maintenant vous commencez à connaître un petit peu plus. Donc, enfin dans le détail, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est tout simplement, avant même plutôt que d'en faire une dernière, j'aimerais vous donner la demi-salutation au soleil. Et j'aimerais que cette salutation au soleil, vous la pratiquiez pour le jour à venir, c'est-à-dire demain. Donc juste avant de vous coucher, si vous pouvez faire ce mouvement 3 fois, regardez-le bien. Donc cette demi-salutation au soleil commence avec Tadasana. Tadasana, je monte mes bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Depuis Urdhva Hastasana, je plie mes genoux, je pose mon buste sur mes cuisses et mes doigts sur le sol. J'envoie le sommet de mon crâne vers le sol, Uttanasana. Depuis Uttanasana, je gonfle le bas, le milieu, mon regard vers l'avant. Je replie mes genoux pour poser le buste, le sternum, la tête en dernier vers le sol, Uttanasana. D'ici, en poussant dans mes pieds, je remonte. Urdhva Hastasana, les bras au-dessus de ma tête. Puis je ramène mes bras de part et d'autre de mon corps pour Tadasana. Okay, je vous remonte le mouvement une fois, sans m'arrêter. Donc, okay. Donc ça, c'est votre demi-salutation au soleil. Demi-salutation au soleil. Donc j'ai besoin que vous le fassiez ce soir, avant juste de vous coucher, 3 fois, à ce mouvement, sans rien oublier. Et un petit challenge en plus, c'est
de dire le nom des postures dans lesquelles vous êtes à chaque fois que vous rentrez dans la pose. Vous levez les bras, depuis Tadasana d'abord, Tadasana, levez les bras, Urdhva Hastasana, posez les doigts sur le sol, Uttanasana, vous ouvrez la poitrine vers l'avant, Ardha Uttanasana. Posez le buste sur les cuisses, Uttanasana, vous remontez, bras au-dessus de votre tête, Urdhva Hastasana, vous relâchez les bras de part et d'autre de votre corps, Tadasana. Voilà, donc ça c'est le petit challenge pour demain. Donc on aura fait notre demi-salutation, c'est déjà pas mal, j'ai toujours des ambitions de faire beaucoup de choses d'un coup, je crois que c'est bien, demi-salutation. Et demain, ce qu'on travaillera ensemble dans l'asana clinique, c'est de revoir la salutation soleil A complète et la salutation B. Comme ça, après ce premier week-end, vous aurez 3 salutations, une pour les débutants, une pour ceux qui pratiquent en général, qui commencent, et puis une dernière pour des gens qui pratiquent un peu plus souvent. C'est la fondation pour ensuite aller plus loin dans les postures. Et le reste de la pratique, c'est vraiment l'échauffement qu'on travaille ensemble. Ça va? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Non, ça va? C'était clair? Ouais? Ok. Super, super. Bon, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi à vous expliquer de tout ça. Je sais que c'est beaucoup d'informations, surtout quand on débute. Il y a beaucoup de choses à recevoir. Il y a un peu moins de ping-pong. Plus on va avancer, le plus il y aura de ping-pong. C'est une super journée, bien construite. Je suis content qu'on ait réussi à faire beaucoup de choses. On se retrouve demain. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et si tout va bien, voilà, à demain. Ciao.